Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Chanet. Bonjour. Bonjour David. Économiste et conseiller de l'Institut Montaigne. On dit que souvent le FMI arrive après la bataille, mais c'est vrai qu'on a la nouvelle directrice générale, donc post-Christine Lagarde, Kristalina Georgieva, qui nous parle, c'était hier, d'un ralentissement mondial généralisé et synchronisé. C'était le mot synchronisé que je trouvais intéressant. Elle nous dit que la croissance mondiale est pour le coup, la croissance du commerce mondial est au point mort. La croissance mondiale est à son plus bas niveau depuis 10 ans. Ben voilà, on a juste envie d'aller se coucher. Il y a de quoi déprimer. Et puis elle rajoute au passage que la guerre commerciale nous coûtera, à l'échelle du monde, 700 milliards de dollars. Alors on se dit, dans l'absolu, ça a l'air beaucoup. En relatif, c'est 0,8% du PIB, donc c'est pas rien. C'est ce qu'elle disait, le PIB de la Suisse. Donc c'est quand même pas rien. Non, c'est vraiment pas rien. Il y a deux questions en l'une, comme souvent. Et le commerce mondial, c'est pire que ça en réalité. On a de très bonnes statistiques du commerce mondial grâce à un institut hollandais. Les Hollandais sont très forts en commerce, donc ils sont très forts aussi en statistiques du commerce mondial. Ça s'appelle le Central Plan Bureau, et c'est ce que tous les économistes regardent, mois après mois. Et en gros, depuis septembre-octobre 2018, donc il y a un an, on est passé d'une tendance pour le commerce mondial de produits manufacturés, donc ce qui compte vraiment pour l'économie mondiale, qui était de l'ordre de 2 à 3% par an, c'était pas terrible, on est passé à -1. Sur 2019, là, en tendance, on est à -1. Donc il y a des mois à +1, des mois à -1, ça, mais en tendance. Depuis septembre-octobre 2018, le commerce mondial s'effrite. Il ne s'effondre pas, il s'effrite. Et l'économie mondiale, elle, continue à croître d'environ 3% par an. Ce n'est pas terrible, c'est peut-être un taux de croissance bas, mais pourtant, l'économie mondiale est en divergence totale avec le commerce mondial. Parce que le commerce mondial, c'est quoi, 20% du PIB mondial? Non, je ne sais pas. C'est pour ça, c'est le 80% qui se porte bien. Oui, c'est plutôt parce que dans les grandes économies, États-Unis, mais Europe d'une certaine manière aussi, et Chine, les politiques monétaires et budgétaires font tout ce qu'il faut pour garder les secteurs de l'économie qui sont moins sensibles au commerce mondial en pleine forme. Et elles ont raison. Et le mot synchronisé est important dans ce que dit le FMI, parce que c'est tout à fait vrai. C'est en réalité toute l'industrie manufacturière mondiale qui est touchée par la guerre commerciale, parce qu'on parle du ralentissement commercial, mais enfin, il vient de la guerre commerciale lancée par les États-Unis. Alors, il y a aussi une notion de cycle. Certains disent, mais le cycle est mature, et donc voilà, donc c'est pas normal que ça freine quand on est au milieu d'un cycle, ou au milieu ou proche de la fin d'ailleurs, que ça ralentisse. Tout ça étant exacerbé par les tensions commerciales. Moi, je ne le pense pas du tout. Je ne pense pas du tout que ce soit une question de cycle. Ce qui a changé après la crise de 2008-2009, c'est que le commerce mondial n'était plus, si je puis dire, la force qui tirait l'économie mondiale. Avant la crise, la grande crise financière, le commerce mondial, c'était 6 à 7% par an pour 4% de croissance du PIB. Depuis, on est dans une démondialisation douce, c'est-à-dire le commerce mondial... Même avant Trump. Avant Trump. Voilà. La nouveauté, et ça, c'est pas cyclique, c'est que le commerce baisse. Voilà. Et donc Trump a fait passer, entre guillemets, sa guerre commerciale, a fait passer le commerce mondial de 2 à 3% tout à fait. À -1. Et on a longtemps cru que c'était entre la Chine et les États-Unis, mais pas du tout. Comme l'industrie mondiale s'est répartie pendant les années de mondialisation un peu sur tous les continents, si vous commencez à toucher un des axes du commerce mondial, c'est tout le commerce mondial qui est touché. Parce que les chaînes de production sont éclatées entre les différents pays. C'est pour ça que l'Allemagne est touchée de plein fouet. Non pas parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas subi de sanctions sérieuses de la part des États-Unis, mais parce que l'Allemagne est le plus grand exportateur du monde. Donc le commerce mondial s'effrite, l'Allemagne est touchée. Et donc c'est l'industrie dans le monde entier, États-Unis, Chine, Allemagne, et indirectement les autres pays industriels qui sont touchés. Il ne faut pas qu'il y ait de contagion, on voit bien de contamination de l'industrie au service qui pour le coup se porte bien, même si ça ralentit. Le vrai sujet, il est là aujourd'hui? Alors, je ne dirais pas la contamination au service, elle a déjà lieu. Parce qu'une grande partie des services sont liés à l'industrie. Ce qui faisait autrefois partie de l'industrie et maintenant dans les services, tous les services financiers qui sont liés au commerce mondial, évidemment, souffrent de cette situation. Par contre, c'est plutôt la partie qui est liée à la consommation ou au logement et à la construction qui, elle, résiste très bien. La preuve, c'est qu'aux États-Unis, les salaires se portent très bien. General Motors est en grève. En Allemagne, les salaires croissent de 4 à 5% par an et le taux de chômage est à 3% parce que la construction est en surchauffe. La vraie question, et je crois que c'est le FMI qui la pose, c'est est-ce que cette divergence entre le commerce mondial qui baisse et l'économie mondiale qui continue à croître, est-ce que c'est tenable? Alors, réponse à $1 million. Moi, je pense que si Trump est réélu, on s'apercevra que ce n'est pas tenable et que c'est l'économie mondiale qui va ralentir. Alors, récession, ralentissement, on verra.
On verra. Mais c'est quand même pas une bonne nouvelle. Pour savoir aujourd'hui, parce que c'est UBS qui disait le ralentissement actuel n'est pas la fin d'un cycle économique. Il se prononce pour le coup. Hein. Mais après, la question c'est si ce qui est un ralentissement peut se transformer en récession si on allait encore plus loin dans la guerre commerciale. C'est ça l'idée? Alors, soit plus loin dans la guerre commerciale, soit qu'il y a un choc exogène, dire des chocs, il peut y en avoir. Il peut y avoir, par exemple, une perte de confiance dans les politiques monétaires. Je ne crois pas que ça se produira, mais enfin, parce qu'il a l'air assez sûr de lui. Mais imaginons que Trump décide de virer Jay Powell, qui finalement, progressivement, avait, si je puis dire, conquis un peu les marchés. C'est quelqu'un de sérieux, on comprend ce qu'il dit, c'est pas mal, on comprend ce qu'il dit. Ouais, non, mais il les a conquis en même temps, il est à moitié aux ordres, et à la fois des marchés. Il n'est pas du tout aux ordres de Trump, par contre, il est pas mal aux ordres des marchés, ce que les marchés aiment bien. Mais Trump en a fait sa bête noire, il dit je préfère encore Xi Jinping à Jay Powell. Imaginons qu'il le vire et qu'il mette quelqu'un qui soit vraiment à sa botte, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse changer d'avis tous les mois. Là, il pourrait y avoir une perte de confiance. Imaginons que la guerre larvée, enfin un peu plus que larvée, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite prenne une forme beaucoup plus violente. Je veux dire, un choc pétrolier, ce n'est pas aussi grave que ça l'était il y a 20 ans, mais quand même, ça aurait un impact. Rappelez-vous 2008, le pétrole était à 150 $, c'était une des causes de la récession mondiale. Et il peut y avoir d'autres choses. Je veux dire, la crise politique peut revenir en Europe. Si on n'est pas assez intelligent, par exemple, pour traiter du problème italien, les Italiens ont besoin de relance budgétaire. Est-ce que c'est les Allemands qui vont faire la relance budgétaire pour les Italiens? Bien sûr que non. D'ailleurs, ça ne servirait à rien. Donc, on peut avoir des chocs. Pourtant, il y a cette petite musique comme quoi les Allemands pourraient relancer la croissance européenne en investissant, en arrêtant le déficit zéro, quoi. Et là, pour le coup, j'ai toujours du mal à comprendre comment est-ce que la relance de l'économie allemande profitera à la France ou à l'Italie. Oui, alors là, je pense capillarité ou par miette, quoi. Je pense que c'est une illusion totale. On mélange deux problèmes, un problème conjoncturel que les Allemands régleront très bien, c'est l'industrie allemande qui est touchée. L'industrie allemande a été très fortement touchée en 2008-2009, le commerce mondial s'est effondré de 30%, mais les Allemands avaient rendu leur marché du travail plus flexible et surtout avaient introduit cette flexibilité interne qui est le travail à temps partiel, qui est subventionné d'ailleurs par le gouvernement ou par les Länder. Donc les Allemands s'en sortiront. Que les Allemands aient besoin de dépenser pour leurs infrastructures, c'est tout à fait clair, parce que c'est à eux de le faire. Est-ce que ça va relancer l'économie française et italienne? Enfin, il ne faut pas rêver, quoi. Ça sera intéressant peut-être pour certains producteurs allemands. Faire de la relance économique de type keynésien dans une économie où le taux de chômage est 3%, est-ce que ça a vraiment du sens? Ça veut dire que les salaires croîtront plus vite. Ah, ça, c'est intéressant quand même pour les voisins d'Allemagne. Plus les salaires allemands croissent vite, plus ça nous rend, nous, compétitifs. Ça nous rend compétitifs et ça fait plus de demandes de la part des Allemands. Alors, si l'industrie allemande ne peut pas satisfaire à cette demande, on en est là, nous. Là, nous, on a des très belles voitures électriques, etc. Bon, mais c'est quand même qu'à la marge. Je crois que le problème essentiel pour l'Europe, si vous voulez qu'on y vienne, venons-y, c'est l'Italie. L'Italie a besoin de faire la relance budgétaire. Et il faut qu'elle ne fasse pas n'importe quoi dans cette relance budgétaire. Donc, laissons les Allemands régler leurs problèmes, ils le feront. Mais donnons de la marge aux Italiens, mais une marge intelligente. Restons encore un petit peu sur la guerre commerciale, même si le dossier italien, évidemment, est moins dans l'actualité aujourd'hui, mais il le redeviendra, in fine, on le sait bien, parce que les problèmes de fond ne sont pas résolus. Donc on a un ralentissement aujourd'hui, on a une récession dans l'industrie manufacturière dans le monde, ça c'est clair. On a des services qui ralentissent, on a donc un commerce mondial qui est dans le rouge, -1 en tendance. On doit se faire peur en parlant de récession ou si la guerre commerciale continue, se poursuit, en dehors des chocs exogènes qu'on a évoqués, guerre, Iran, Arabie Saoudite ou autre chose, on va droit vers une récession ou on va rester en croissance encore plus molle? Moi, je pense que le plus probable, c'est une croissance plus molle, mais qui risque d'être inflationniste. Et c'est peut-être ça qui n'est absolument pas envisagé aujourd'hui, parce que plus on va dans cette guerre commerciale, plus on va vers une espèce de balkanisation des relations commerciales. On peut imaginer que la Chine, du fait de l'importance de son marché, passera des accords commerciaux avec ses voisins, peut-être même avec le Japon, que l'Europe sera relativement contente de commercer avec elle-même et avec ses voisins proches, et que les États-Unis, ils ont leur précaré qui est le Canada et l'Amérique du Sud. Mais dans ce cas-là, on perd tous les bénéfices de la mondialisation qui étaient déflationnistes, dans le bon sens du terme. Ça rendait les entreprises plus efficaces. Et si on perd quelque chose de déflationniste, ça veut dire qu'on a une tension qui est plutôt inflationniste. Donc pour une croissance plus d'inflation, c'est pas le bon cocktail, ça. Plus faible croissance, plus d'inflation, c'est quelque chose que les marchés ne voient absolument pas aujourd'hui. Et pour des raisons que je comprends, c'est-à-dire que l'inflation n'a cessé de baisser, de rester extrêmement basse. Alors tous ceux qui prédisent que l'inflation va revenir, que les taux d'intérêt vont monter, se sont trompés. Et donc au bout d'un certain moment, on prend ses pertes, on se dit OK, on arrête d'en parler parce que sinon... On arrête d'en parler, ça va rester encore pendant 10 ans. Oui, mais cette balkanisation de l'économie mondiale,
elle est pas favorable à la croissance, c'est clair, d'un point de vue structurel. On a besoin des échanges, c'est comme ça que les technologies prospèrent, c'est comme ça que l'innovation avance, hein, c'est jamais en vase clos que l'innovation avance. Et en même temps, cette grande tendance déflationniste, elle est probablement terminée. Bon, et donc la récession n'est pas au coin de la rue, à vous écouter. Elle n'est pas au coin de la rue. C'est pas ça le scénario plus probable. Je pense que le danger d'une récession, par ailleurs aussi, encore le danger d'une récession augmente. Regardez Brexit, par exemple. Ah, les dangers d'une récession augmentent quand même. Je trouve qu'ils augmentent. Ah oui, la probabilité augmente. Brexit, on va probablement vers une sortie du Royaume-Uni sans accord. Enfin, je ne veux pas m'amuser à faire des prévisions là-dessus parce que c'est devenu totalement incompréhensible. Mais on risque de sous-estimer les conséquences d'un hard Brexit. Et je fais référence là, je crois qu'on en avait déjà parlé, David, aux travaux d'un économiste français qui est un des plus brillants, Xavier Gabex, qui est aux États-Unis. Il était au MIT maintenant, je crois qu'il est à New York, et qui a montré, vraiment statistiquement, que l'économie est très sensible à sa propre granularité. Par exemple, à ce qui arrive aux grandes entreprises. Les États-Unis ont perdu 2/10 de croissance à cause de l'affaire Boeing. Donc c'est une entreprise. 2/10 de croissance, c'est macroéconomique. Et on sous-estime toutes les non-linéarités dans l'économie. C'est ça qui fait que la granularité est importante, selon Xavier Gabex. Si on a une rupture nette avec le Royaume-Uni, on risque de sous-estimer justement l'effet de toutes ces non-linéarités dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale et d'avoir un choc plus important qu'on ne le pense. D'ailleurs, c'est cité par le FMI comme étant un des risques. Donc la probabilité d'une récession, selon vous, augmente, mais il en a confiance ou pas, Donald Trump? Parce qu'il sait très bien qu'il y a une élection, il sait très bien qu'aucun président américain ne se fait réélire avec une économie qui était en récession. Donc il sera de lui-même obligé de lever un peu le pied, non? Récession, d'abord, c'est un terme relativement technique. C'est 2 trimestres. Ça passionne les marchés et les analystes financiers. Ce qui compte pour les gens, c'est les salaires et le chômage. On a aux États-Unis un taux de chômage qui est à 3,4%. Donc c'est un non-sujet, donc il peut continuer des salaires qui accélèrent. Et l'administration Trump a déjà préparé une réponse à un ralentissement possible qui serait une baisse des cotisations salariales. Donc du pouvoir d'achat distribué directement, avec un déficit budgétaire peut-être plus important. Qui est déjà, donc la relance, qui est déjà 4-5 points de PIB déjà aujourd'hui. Oui, mais enfin visiblement, avec les taux d'intérêt qu'on a, ce n'est pas quelque chose qui angoisse ni les marchés financiers, ni certainement l'administration Trump. Donc j'ai l'impression qu'il y a une certaine sérénité du côté de l'administration Trump en disant, si ça ralentit plus que prévu, aucun problème, on fera de la relance. Et la Fed baissera les taux. Et Jay Powell nous l'a confirmé hier. Ils vont continuer à baisser les taux d'intérêt. Non seulement à baisser les taux d'intérêt, mais ils vont recommencer à acheter des obligations du gouvernement. Pour la liquidité du marché, d'accord. Mais c'est quand même bien une politique monétaire qui devient plus stimulante. Donc à l'évidence, il est quand même un petit peu aux ordres, pardon de le dire comme ça, ou inféodé à Trump. Moi, je pense que la Fed est devenue ultra sensible aux marchés financiers. Le fait que les marchés d'actions aient décroché à un moment parce qu'on considérait que la Fed allait continuer à augmenter les taux d'intérêt, on était au début de cette année. Le fait qu'il y ait eu ce problème de liquidité assez sérieux quand même s'il est technique, fait que la Fed immédiatement réagit. Sur le marché interbancaire américain, sur le marché interbancaire, qu'on a évoqué ici la semaine dernière. Oui. La Fed a immédiatement réagi, dans le premier cas en disant finalement, on va arrêter de monter les taux d'intérêt, on va les baisser. Et si on a un problème de liquidité, eh bien on va augmenter les réserves des banques pour avoir plus de liquidité. Et pour augmenter les réserves des banques, il faut acheter des treasuries. Donc je crois que la Fed est plutôt très influencée, et pour de bonnes raisons. Les marchés financiers sont tellement importants pour l'économie américaine. Vous pourriez dire dans ce cas-là qu'il y a une certaine convergence entre les intérêts de Trump et les intérêts de la Fed. Donc on se dit que s'il y a le soutien monétaire qui est là avec Jay Powell, s'il y a un plan de relance budgétaire avec des baisses de cotisations de Trump, il peut continuer, et on en parle parce qu'on est à la veille d'un 13e round de négociations entre Américains et Chinois, il peut continuer sa guerre commerciale? Alors, la guerre commerciale, elle touche tout le monde, elle touche quand même l'industrie américaine. Mais pas encore le consommateur américain. Pas encore. Mais ce n'est pas comme ça que c'est perçu aux États-Unis. Elle est populaire, c'est ça qui est assez. Oui, absolument. C'est ça qui est assez étrange, c'est qu'il y a des pertes d'emplois dans certaines zones, des créations d'emplois dans d'autres zones, ça dépend des secteurs, mais jusqu'à présent, la politique de Trump est plutôt perçue par ceux qui ont beaucoup perdu dans la mondialisation et ceux dont les emplois se sont déplacés vers la Chine. Il faut bien reconnaître qu'il y avait des choses tout à fait vraies. David Autor du MIT l'a démontré, il l'a démontré avec des chiffres extrêmement précis. Et donc, il y a toujours cette perception que, oui, il nous défend. Et donc, il a raison de taper plus fort. Ouais. Et donc, je pense que ça ne rentre absolument pas en considération, le risque de récession, dans la politique de Trump. Oui, sauf que les prochaines surtaxes vont toucher des produits en direct qui sont consommés par les Américains, des produits quotidiens. Oui. Et là, ils le sentiront taper dans le portefeuille. Bien sûr, mais l'inflation est à 1,8%. Et le fait que Jay Powell, dans les réponses aux questions
qu'il a faite hier à son discours. Il a dit, bon, bah, écoutez, c'est vrai, les tarifs ont augmenté, on ne voit pas grand-chose sur l'inflation, c'est parce qu'on est dans une ambiance de très faible inflation, où les anticipations d'inflation, que ce soit des marchés ou des braves gens, restent très basses, ce qui fait que les entreprises, en gros, c'est pris sur les profits des entreprises. Et regardez le partage du profit aux États-Unis, c'est extraordinaire. Pour la première fois, cela remonte en faveur des salariés. Alors qu'on pendant des décennies, pas des siècles, des décennies, on a dit qu'il y a une distorsion en faveur du capital au détriment des salaires. Absolument. La première cause, c'est la surchauffe. À 3% et quelques de chômage, le marché du travail maintenant est vraiment tendu, donc il faut donner des salaires. Donc j'y reviens, rien n'incite encore une fois Donald Trump aujourd'hui à chercher à avoir un accord avec les Chinois. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est la conclusion de ce qu'on dit, non? Regardez les initiatives politiques, elles vont dans le sens contraire. Donc je pense que Trump, de ce point de vue-là, va être assez fidèle à sa stratégie qui consiste à exercer la pression maximale. S'il faut avoir un accord, il tâchera d'avoir un accord à minima et il le présentera à ses électeurs comme une grande victoire, même si en réalité, comme pour la Corée, c'est un accord à minima qui ne change pas grand-chose. Mais pour l'instant, oui, il n'y a aucune incitation à signer un accord. Bon, pour les marchés, encore une fois, on se dit que les marchés peuvent reprendre, encore une fois, leur ascension avec toujours cette épée de Damoclès. Ça n'a pas empêché, depuis 18 mois, les marchés de monter, mais on a quand même plus on y va, bientôt on aura 100% des importations chinoises qui seront taxées avec des mesures de rétorsion derrière. On a la Fed qui est en soutien. Il faut attendre quoi? Une amélioration des indicateurs économiques pour que les marchés puissent reprendre un peu Vous avez raison, David. Moi, je pense depuis un certain temps que les marchés d'actions ont, disons, mangé leur pain blanc et qu'on est plutôt dans un bear market. Mais enfin, les marchés ont continué à monter. Donc, vous aurez raison un jour. Je serais très... Oui, c'est ça, mais ça ne me réconforte pas du tout. Je ne peux pas m'empêcher quand même de penser que les marchés ont pricé la plupart des bonnes nouvelles. La possibilité d'un accord, le fait que la Fed va baisser les taux d'intérêt, le fait que la politique monétaire devient plus expansionniste en Europe, et le fait que les Chinois sont prêts à soutenir leur demande intérieure, d'ailleurs, puisqu'ils ont décidé d'être relativement durs dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Je trouve que les marchés, ayant pricé tellement de bonnes nouvelles, sont peut-être plus sensible à la possibilité de mauvaises nouvelles. Donc je ne suis pas extrêmement optimiste sur le marché d'actions, mais je suis très modeste sur le sujet. On ne peut pas toujours avoir tort. Et puis au bout d'un moment, quand on annonce la pluie, elle arrive. Non, plus sérieusement, Eric, on en parle quelques instants parce que dans cette tentative d'impeachment quand même, qui vient un petit peu par les démocrates, qui a peu de chances d'aboutir ou pas? Parce qu'on a quand même vu qu'il fallait au moins 20 sénateurs républicains qui devraient changer de camp et retourner leur veste. Est-ce que... on a vu que l'administration américaine ne voulait pas coopérer dans cette enquête qui va être lancée. Ça peut vraiment saper ou altérer, j'ai envie de dire, la fin du mandat du président américain avec ses conséquences pour le coup sur les marchés? J'écoute ce qu'en disent les spécialistes. Évidemment, on regarde le cas de Nixon. Ça dépend quand même énormément de la perception de cette affaire dans l'opinion publique américaine. S'il y a un moment dans l'opinion publique, il faut suivre 538, qui font des meilleurs sondages qu'on puisse trouver aux États-Unis et l'analyse des sondages faits par d'autres, si à un moment il y a une perte de confiance, un début de perte de confiance, alors là on verra au sein du Parti républicain les soutiens à Trump commencer à diminuer. C'est quand même assez extraordinaire que Mitchell, qui normalement devrait soutenir Trump, a tapé sur les démocrates dans la procédure d'impeachment, sur Nancy Pelosi en particulier, mais n'a rien dit pour défendre Trump. Comme si, bon, attendons de voir ce qui va se passer. Donc pour moi, c'est au sein du Parti républicain que ça va se décider, et je me garderai bien de faire la moindre prévision là-dessus. Mais ça peut être aussi quelque chose qui peut choquer les marchés. Si jamais on allait vers un impeachment, eh bien, à ma foi, ça serait peut-être un boulevard pour Elizabeth Warren. Et Elizabeth Warren a dans ses plans des choses que les marchés n'apprécient pas forcément. Ah ben largement, oui. Vous avez vu... Alors, c'est vrai que 2 secondes là-dessus, elle est donnée gagnante des primaires. La bonne chance, a priori, ça serait un gros virage à gauche, ce qu'elle propose. 40% des sièges des conseils de surveillance attribués aux salariés, démantèlement des GAFA, doublement du salaire minimum, impôt sur la fortune. Deux questions. Est-ce qu'il faut qu'il la prenne au sérieux, Donald Trump, cette concurrente? Parce qu'on l'a dit, encore une fois, on en parlait, je ne sais plus, hier avant-hier, l'électorat centriste est très important aux États-Unis. Et puis, est-ce que les Américains sont prêts, alors, pardon, je mets des guillemets, à une dérive gauchiste, entre guillemets, c'est pas péjoratif. Alors, je pense quand même que c'est son programme pour gagner les primaires. Il y a souvent 2 programmes. Il y a le programme pour les primaires et puis le programme pour gagner l'élection. Absolument, parce que, mais d'ailleurs, c'est tout à fait normal. On a essayé en France, vous vous rappelez du programme de Fillon. Ah ouais, c'est marrant, ça ne lui a pas bien réussi. Le système américain est plus huilé. Comme il y a eu une dérive à droite aux États-Unis,
c'est pas tout à fait étonnant que chez c'est les pas aberrant démocrates, intellectuellement, il y ait une dérive à gauche aussi. Cette polarisation, on la voit. Elizabeth Warren, il faut s'en rappeler quand même, elle vient de la droite. Hein, ce n'est pas un firebrand, comme on dit aux États-Unis. Elle s'est progressivement convertie aux thèses libérales, comme on les appelle aux États-Unis. Liberal, en anglais, tort. c'est à gauche. Hein. Oui, un petit peu à tort, parce qu'en fait, ces thèses ne sont pas véritablement libérales. Elles sont plus socialistes que libérales. Socialistes au sens où que l'État intervienne dans l'économie. Mais je pense que si Joe Biden est éliminé, on n'en sait rien pour l'instant, hein, si Joe Biden était éliminé, Elizabeth Warren devrait trouver un compromis avec la partie centriste du Parti démocrate, sinon elle n'aurait aucune chance aux élections. Et que c'est quelqu'un qui serait tout à fait capable de le faire. Alors la question, c'est de savoir sur quoi elle reviendrait. La chose qui est la plus sensible aux États-Unis, c'est cette question de l'assurance maladie. Assurance maladie pour tout le monde. A-t-elle dit. Et ça, c'est presque un casus belli aux États-Unis. Que Obama ait cherché à fournir une couverture à la partie des Américains qui sont, disons, les moyennement pauvres, pas les plus pauvres qui, eux, sont couverts, est un véritable progrès. Mais Elizabeth Warren voudrait aller dans un système beaucoup plus anglais, si je puis dire. Et ça, ce n'est pas du tout sûr que ça lui permette d'être élue. Donc moi, je ferais le pari, si jamais elle était la candidate, qu'on verrait son programme devenir beaucoup plus consensuel, tout en étant bien différent de celui des Républicains. Bon, on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Toujours un plaisir de papoter avec lui. Éric Chenet, donc, économiste et conseiller de l'Institut Montaigne, qui était l'invité de la grande interview, en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. À bientôt, David.